Alors je me présente tout ça. Alors, bon, je suis ravi d'abord d'être ici pour la deuxième année consécutive. Comme l'année dernière, j'arrive un peu au dernier moment, donc je vous prie de m'excuser de ne pas avoir été présent jusque-là. Je regrette puisque un jour je viendrai écouter l'ensemble des collègues, mais je ne pouvais pas être là avant. Et je ne vous connais pas. Alors moi je me présente peut-être d'abord. Hein. Je suis maître de conférence à l'université de Grenoble-Alpes, donc nous sommes entre Grenoblois. Et je suis, vous allez le comprendre, spécialiste de littérature néo-latine humaniste et tout particulièrement de théâtre et de théâtre néo-latin. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Bien, alors on va commencer. Bon, je sais que vous avez beaucoup travaillé, donc j'espère qu'on peut se détendre grâce à mes textes tout à fait légers, dans registres assez différents des textes que vous avez pu lire jusqu'alors. Donc si ça vous intéresse pas directement pour vos savantes études, au moins j'espère vous amuser parfois. Mon ambition est donc très modeste. Cela dit, j'ai quand même essayé de mettre ça en perspective. Et de m'inscrire dans le cadre d'une réflexion un peu plus générale sur la langue néo-latine. Il me semble que mon propos du jour pourrait illustrer le fait que le néo-latin, vous l'avez compris au terme de cette semaine, n'est pas une langue figée et bien loin d'être une langue morte, mais une langue en perpétuel mouvement, une langue vivante qui ne cesse de se réinventer et que l'on voit en permanence, lorsqu'on lit ces textes, s'inventer sous nos yeux de lecteurs. Alors évidemment, dans cette invention permanente, il y a un repère qui est le modèle des anciens, dont vous avez sans doute beaucoup parlé aujourd'hui, enfin cette semaine. Mais je voudrais aussi montrer, c'est le deuxième point, qui est peut-être un peu plus, comment dirais-je, spécifique à mon corpus, mais en réalité qui a une valeur au-delà de ce corpus, le rapport que les humanistes ont avec ces textes anciens est, à mon avis, très souvent ludique. C'est-à-dire que ils ont un rapport au modèle et à la langue des anciens particulier. Il s'agit essentiellement, pour beaucoup, d'un jeu avec la langue, d'une confrontation ludique avec la langue. Alors évidemment, dans certains genres, dans certaines pratiques, ça n'apparaît pas de manière claire, mais lorsqu'on se saisit d'un genre comique, alors on découvre cette dimension, et c'est cette dimension ludique du rapport aux anciens que je voudrais illustrer. Donc, il ne s'agit pas de faire un exposé savant sur ces questions-là, mais seulement de prendre aujourd'hui quelques exemples. Et j'ai choisi de prendre quelques exemples de réécriture de comédies latines antiques dans le cadre de comédies néo-latines, non seulement, comme on pourrait l'attendre, pour illustrer la manière dont se réinvente le modèle de la comédie à la Renaissance, mais aussi de voir comment les humanistes qui se saisissent de ces textes antiques ont d'abord envie de jouer avec ces textes et avec ces mots. Et ainsi, ce sera un peu le point d'horizon de mon propos. La comédie néo-latine ne fait pas seulement rire parce que c'est une comédie qui met en scène des situations comiques, mais elle fait sourire aussi parce que les auteurs ne cessent de jouer avec des modèles que chacun connaît, au moins les latinistes qui peuvent comprendre les pièces. Et cet horizon ludique me semble en fait souvent ignoré et absolument capital. Alors, je vais reprendre les choses maintenant au commencement, c'est-à-dire en 1552. Alors même que je vais vous montrer qu'il ne s'agit pas du commencement, mais d'un simple point de repère dans l'histoire de la comédie en France. Je vais essentiellement m'intéresser à la comédie en France. En 1552, vous l'avez peut-être lu dans des manuels de littérature, naît la comédie et la tragédie française, puisque dans un collège d'université parisienne, le collège de Boncourt, sont représentés une comédie et une tragédie d'un poète que vous connaissez bien, proche de Ronsard, Étienne Jodelle, qui donne donc à jouer à lui-même et ses camarades deux pièces. Et on présente ces spectacles-là comme un moment décisif dans l'histoire de notre littérature. Ce serait la première fois qu'en France renaissent ces deux genres. Bon. En
réalité, je me suis rendu compte dans mes recherches que on trouvait dans les bibliothèques en France donc, et notamment la BNF, des traces de pratiques et de représentations de jeux comiques à l'antique en France bien avant l'année 1552. Et on trouve aussi des manuscrits qui gardent le souvenir de textes de comédies qui ont été joués avant cette date dans les collèges. Mais ces textes, ils sont composés en latin et pas en français. Et donc, il faut redéfinir ce que c'est que 1552. C'est certes la renaissance de la comédie peut-être, mais essentiellement en français. Et c'est d'ailleurs ainsi que les hommes de la Pléiade présentent cette innovation. Cette innovation n'a été possible que parce que depuis plusieurs décennies, dans les collèges parisiens notamment, mais aussi à Bordeaux, au collège de Guyenne par exemple, eh bien on jouait déjà des comédies, mais en langue latine, c'est-à-dire dans la langue de l'université, c'est-à-dire dans la langue des collèges. Alors, ces comédies, je vais m'appuyer sur deux d'entre elles. Ces comédies donc sont conservées à l'état manuscrit. Celles dont je vais m'occuper aujourd'hui sont conservées sur un même manuscrit, copiées de la même main et sans doute produites par le même esprit. Tout indique qu'elles ont été jouées dans un collège que je crois avoir identifié, mais peu importe. En 1533, là, c'est assez certain. Ce sont des comédies qui formellement se présentent comme des comédies latines, c'est-à-dire qu'on a un prologue en vers iambique, puis des actes et des scènes, puisque depuis les premières éditions des comédies humanistes, enfin des premières éditions humanistes de comédies antiques, on a pris l'habitude, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, de présenter les comédies en actes et scènes. Donc les néo-latins reprennent cette habitude. Il compose en vers iambique et trochaïque, conformément au modèle antique. Il multiplie, on va le voir, les réécritures de comédies antiques. Mais pour ce qui est de l'inventio, c'est-à-dire de ce dont nous parlent ces comédies, eh bien on est bien loin de la comédie antique. Je vais rapidement vous présenter ces deux comédies pour que vous ayez en tête ce dont il est question. On parlera d'abord d'une première comédie qui s'appelle le Marabéus, ce terme un peu difficile à traduire, qui renvoie peut-être au marabé, en tout cas à l'origine du personnage principal, qui semble être d'origine italienne, et qui est un vagabond italien qui se retrouve dans les rues de Paris. Donc déjà, l'action n'est pas du tout placée dans l'Antiquité, mais on est bien à Paris, dans une actualité familière des étudiants qui ont sans doute composé et joué cette pièce. Et il se retrouve au fer, puisque il se trouve qu'en 1532, les autorités de Paris avaient décidé que les vagabonds seraient affectés au curage des fossés de la ville de Paris. Donc c'est tout à fait attesté sur le plan historique. Et il se trouve que cette comédie illustre cela, puisque on retrouve un vagabond qui est au fer et donc se lamente sur son sort parce qu'il doit récurer avec d'autres les fossés de la ville de Paris. Et que nous raconte cette pièce? Eh bien d'abord les lamentations de ce personnage, qu'on retrouve d'ailleurs, signalons-le au passage, dans une farce française qui avait été publiée en 1515 à Paris, la farce des marins enchaînés, qui reprend exactement la même situation. Je le dis parce que vous voyez que l'influence, elle est d'abord à chercher du côté du théâtre contemporain en vernaculaire, pour ce qui est de l'inventio en tout cas, et non pas du côté de la comédie antique. Et puis il se trouve que ce vagabond va trouver le moyen de s'échapper, et on va suivre ses aventures dans les rues de Paris jusqu'au jour où il va se faire reprendre et terminer son chemin. Bon. Donc il n'y a pas d'intrigue complexe, il n'y a pas tout ce qu'on pourrait attendre. Cependant, on va le voir, il y a des personnages. Et c'est à ce niveau-là que le modèle de la comédie se sent au-delà des traits formels dont je parlais tout à l'heure. Il y a des personnages qui sont nourris de personae antiques. Et donc on va retrouver des Mérétriques, des Lénones, et d'autres que nous allons découvrir. Donc sur une trame qui est celle d'une farce, en réalité, même cette farce ne ressemble pas à grand-chose, à mesure où il n'y a pas vraiment d'action, on suit simplement les aventures. Sur ce canevas-là, on va retrouver des textes antiques et les réinventer. Et puis l'autre texte dont je vous parlerai, l'Hippocordolus, qui est sur le même manuscrit, là encore, acte et scène, vers iambique, trochaïque, prologue, etc. Mais l'histoire, la voici, c'est un moine défroqué qui souhaite se remarier, et alors qu'on le met en garde contre le mariage, il finit par épouser une ancienne courtisane,
mal lui en prendra, puisque il va lui arriver un certain nombre de problèmes liés à son mariage. Donc on est dans la satire du mariage médiéval tel qu'on la trouve dans la farce, dans la littérature narrative facétieuse du temps, mais pas du tout, même s'il y a des personnages, j'ai parlé de courtisanes, que l'on retrouve pas du tout dans l'univers de la comédie antique. Mais cependant, oui, il y a malgré tout des personnages qui font signe vers le modèle antique. D'accord ? Et c'est ce que je voudrais regarder avec vous. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Est-ce que j'ai été clair sur la présentation de ces deux textes ? Alors, on va faire du latin puisque vous êtes là pour ça. Et on va prendre, si vous le voulez bien, le premier texte. Donc, mon propos, c'est d'illustrer comment... dans le cadre de ces comédies étranges que je vous présente là, qui ne prétendent pas reprendre ce que d'autres parleront les archétypes de la comédie antique, mais simplement des modèles farcesques du temps, mais en lui donnant une forme qui est celui de la comédie romaine. Comment donc, dans le cadre de ces pièces étranges, on se saisit malgré tout de ces textes antiques, en les déplaçant dans un univers qui n'est pas les leurs, hein, et mon propos est de montrer quel est le but de ces réécritures et quels en sont les effets aussi possibles sur les lecteurs. Alors j'ai intitulé le dossier numéro 1 exercice d'écriture, exercice de lecture. Parce que je voudrais reprendre par le commencement, c'est-à-dire vous rappeler ce que j'ai déjà dit, on est dans un collège, c'est-à-dire qu'on est dans des textes anonymes mais qui ont été vraisemblablement composés par des étudiants et des professeurs. Et bien des signes dans les manuscrits dont je dispose montrent qu'il y a eu plusieurs mains qui ont composé ces textes. Il y a des corrections, peut-être d'un professeur à partir d'une production d'élèves, etc. Bref, je pense que ces textes témoignent d'abord d'un exercice d'écriture. Je vous propose d'essayer, dans un premier temps, de considérer ces textes comme des exercices d'écriture, c'est-à-dire dans la manière dont ils se fabriquent. Avant d'essayer d'en tirer des enseignements, d'accord ? Donc ces pièces ne cessent de citer, reprendre des textes antiques en les déplaçant, je l'ai dit. Le premier, on va commencer par le texte de Plaute. Je ne sais pas si vous êtes familier, peu d'entre vous travaillent sur la poésie et moins encore sur le théâtre, donc vous n'êtes peut-être pas familier de ce latin-là, qui est le latin de Plaute ou de Terence. Donc on va traduire un peu de Plaute, et puis on va voir ce qu'en font nos humanistes. Alors pour le latin de Plaute, je vous ai donné la traduction, je ne me suis pas embêté, hein, j'ai donné la traduction des belles lettres. Ainsi, je pense qu'on peut traduire ça assez vite. Est-ce que certains se sentent le courage de se lancer comme ça, sans préparation, mais avec la traduction en face Qui servitutem didanunt lenoniam puero, adque idem siadunt turpitudinem, nelli quantum ego num corde conspicio meo, malamrem magnam multasque aerumas danunt. Donc, qui puero? Oui. Donc le garçon, hein, alors le terme, vous le savez, hein, poire, hein, ça renvoie à l'enfant, au jeune garçon, mais ça a aussi le sens d'esclave, hein, de petit esclave, hein, et c'est de cela qu'il est question ici. Mais on peut traduire par le garçon. Le garçon à qui? Pardon? Oui, les dieux à qui les dieux donnent servitutem lenoniam. Alors lenoniam, hein, c'est un adjectif qui est formé sur leno, donc c'est le comment on dit, le proxénète. Donc c'est la servitude chez un léno en fait, hein, lénonesque, si oui. Donc le garçon à qui les dieux donnent condamne à servir chez un léno, hein, si on prend la traduction, qui me paraît suffisante. Atque eidem siadunt turpitudinem, et si oui, et si il lui donne non plus la laideur, hein, la turpitudinem, qui est ici sans doute une laideur physique, hein, avant que d'être morale. Donc celui qui les dieux condamne à servir chez un léno,
qui se voit affligé par surcroît de la laideur, d'une laide figure. Mais il lit, attention, ce nez, c'est assurément, hein, assurément, il lit Quantum ego non corde conspicio meo, malam rem magnam, multasque rumnas danunt. À celui-ci, il donne, assurément, à celui-ci, il donne quoi? Malam rem magnam et multas aerumnas. Un grand malheur et de nombreuses tribulations. Et puis il y a la parenthèse qu'on n'a pas traduit. Quantum ego non corde conspicio meo. Pour autant que je m'en rends compte maintenant. Cordé en mon esprit, en mon cœur. Bien, donc une espèce de vérité générale énoncée. Le pauvre Pouer qui est au service d'un Léno, qui en plus est laid, a à connaître bien des malheurs. Et s'il évoque cela, c'est précisément dans le Pseudolus, parce que c'est un Pouer qui parle, se présenter comme un exemple de ces Pouer, de ces petits esclaves. Velut haec mi evenit servitus. Donc, après l'énoncé de la règle, notamment, de même, haec servitus, cette servitude météchue, donc ce genre de servitude, ça renvoie à la servitude qui vient de définir. Ubi ego omnibus parvis magnisque miseris prae fulcior. Alors, prae fulcior, c'est, on va le traduire par être accablé de, ouais. Alors quand, voilà ce qui m'arrive à moi aussi, tandis que moi je suis donc accablé de toutes les misères, grandes et petites. Neque ego amatorem ni invenire ullum queo, quiam et me ut curer tandem nitidius culae. Et je ne peux pas, neque ego queo, ni invenire me trouver, amatorem ullum, quelque amant que ce soit, quelque amant, quiam et me, relative donc au subjonctif, qui m'aime, pour qu'il m'aime, valeur finale, ut curer tandem nitidius culae, pour que l'on prenne un peu proprement soin de moi. C'est bon pour la traduction? Alors c'est important parce que pour le coup là je vais vous laisser réfléchir tout seul à l'adaptation néo-latine qui est proposée juste après. Donc vous avez le cadre. À vous de découvrir la manière dont le néo-latin anonyme se saisit de ce texte. Donc je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Bon, peut-être juste pour vous aider, mais remarquons ensemble que la structure est exactement la même. Qui, etc. Neili, quantum ego, etc. Et puis le velut, enfin est traduit par le parumque abest quin, peu s'en faut que. Donc on a exactement la même structure, énoncé d'une règle et application à un cas précis.
la fin, c'est plus facile, hein, parce que c'est quasiment le texte de Plot. Oui, c'est à quelques détails près qui sont pas sans importance avec le ou de Prius, mais après, en fait, il y a 3 vers à traduire. Alors, on avait j'aurais peut-être dû situer, mais le titre que j'ai donné à l'extrait le dit. On avait un puer qui, dans le pseudolus d'ailleurs, c'est une scène que certains jugent apocryphe, hein, parce qu'en fait, elle s'intègre pas du tout à l'action. C'est ce qu'on appelle, ce que France Dupont, mais d'autres aussi ont appelé une scène d'entrée au rôle, où le puer, on va revenir sur ce type de scène, parce que c'est plutôt dans ce genre de scène que j'ai pris mes exemples. Il y a le puer qui se présente et qui donne quelques éléments définitoires de sa persona. Hein. Mais il est vrai que dans le pseudolus, ce puer, il réapparaît pas, il sert pas à grand chose. Bon, peu importe. Dans le Lippocordulus, ce n'est plus donc un jeune esclave qui s'exprime, mais une vieille maquerelle. Donc évidemment, dans ce décalage, il se crée l'espace de l'invention. On peut peut-être traduire. Est-ce que quelqu'un veut s'y essayer? Ouais, il n'y a pas de... J'ai oublié les prénoms, c'est ça le problème. Qui miseriam tanto perim probant lenoniam. Oui. Ceux qui détestaient à ce point, enfin, condamnés à ce point. Oui, alors, c'est improbare, hein, le verbe. Ceux qui condamnent à ce point Oui. ce pauvre, et j'ai pas l'impression que ce soit ce sens-là. En fait. Oui, c'est un sens différent là. Miseriam lenoniam. Oui, mais c'est surtout lenoniam en fait qui. Donc c'est notamment, enfin, le sort misérable de, alors pas de l'entremetteur, mais de l'entremetteuse ici. Rien ne le dit, mais on comprend qu'elle parle d'elle en fait, hein, qui était en fait une maquerelle. Donc celui qui blâme avec tant d'ardeur le sort misérable de l'entremetteuse, praesertim ob non mediocrem vitae turpitudinem, on retrouve le mot turpitudinem, mais là encore en un sens, bon aussi non c'est à peu près le même là pour le coup. Surtout ob à cause non mediocrem turpitudinem. C'est pas très difficile. À cause de... Alors, non médiocrème. Eh oui, ça a laideur non légère, donc importante, hein, ça grande laideur, si vous voulez. Quae sequitur molires relicta pulchritudine vultus. Alors, le quae qui suit, c'est-à-dire qui poursuit, qui accable, mulieres, les femmes, relicta pulchritudine vultus. Oui, tout à fait. Donc on a un ablatif absolu, après avoir perdu la beauté de leur visage. Donc cette laideur dont on nous parle et que l'on définit ici, hein, celle qui accable les femmes lorsqu'elles ont perdu la beauté de leur visage. Mais il lit cela assurément,
quantum ego nunc animo conspiceo meo, donc là on retrouve assurément, je le vois bien maintenant. Que font-ils donc, ceux qui condamnent cela? Scelestam valderem multasque erumnas improbant, ils condamnent un sort, res ici, rem, valde scelestam, donc tout à fait odieux, et multas erumnas, et bien des tribulations, pour reprendre la traduction au-dessus. Donc ensuite, les choses sont plus simples, puisque parum abest quin, peu s'en faut que, donc là on entre dans la deuxième partie, qui équivaut au welud de tout à l'heure, donc on reprend exactement la même structure, peu s'en faut que servitus miaec e venerint, que ce type de servitude ne me soit échu, quando, qui reprend le ubi de tout à l'heure, quand je suis accablé de, etc., quand je suis accablé de toutes les misères, petites et grandes, neque ego, on l'a déjà traduit, pas moyen de me trouver dans mon malheur le moindre galant à qui je plaise, qui me ut prius amet, alors il y a le ut prius qui s'ajoute. Pourquoi? Parce que l'esclave regrettait de ne pas pouvoir connaître l'amour, alors que la mérétrix ici regrette de ne plus pouvoir en connaître. Donc comme avant, aut me curet nitidius coulé, ou qui s'occupe de moi un peu proprement. Bon. Alors, sur le plan du commentaire, c'est pas grand intérêt dans la mesure où c'est quasiment un calque avec peu de modifications. Cependant, on peut noter donc la différence de locuteur qui entraîne un certain nombre de modifications. Mais je voudrais juste, par cet exemple, vous faire toucher du doigt les hypothèses que l'on peut émettre sur les modalités d'écriture. J'ai là-dessus, et ce ne sont que des hypothèses à la mesure où on ne peut pas vérifier. Mais d'abord, signalons qu'on a un changement de type de vers. Puisqu'on avait tout à l'heure, vous l'avez tous vu, je présente un septénaire iambique acatalectique, donc 7 iambes, avec les substitutions possibles du iambe. Je vais parler un petit peu de métrique là, je n'en parlerai pas beaucoup pour ne pas vous accabler, mais c'est pas sans importance évidemment, parce que l'un des enjeux de ce type d'exercice, et si l'on retient l'hypothèse de départ, qui était la mienne, il s'agit d'un exercice d'écriture, c'est précisément d'être capable de changer de maître en fonction des contraintes que fixe le professeur. Si j'ai mis cette hypothèse, c'est que il est parfaitement attesté que ce type d'exercice était pratiqué dans les collèges. Donc là, il me semble qu'on touche du doigt un exemple de ces pratiques qui n'ont pas beaucoup laissé de traces, à mesure où les brouillons d'élèves qui travaillaient sur ont été perdus. Donc, il s'agit là de les transformer en septénaires iambiques. Non, ce sont d'abord des iambes, pardon, et il s'agit de les transformer en septénaires iambiques acatalectiques, c'est-à-dire de leur ajouter, l'exercice là est pour le coup assez facile, un pied. Donc on passe de 6 à 7, de 6 iambes à 7 iambes, ce qui impose parfois quelques ajouts. Donc ça c'est la première contrainte, la première difficulté. On a par exemple au vers 4 le vultus qui est un spondé, donc il s'ajoute pour faire un septénaire sans aucune difficulté. Alors le vers 5, 6, 7 me semble être, et ça c'est assez fréquent dans mon corpus, parce qu'il y a des règles, mais on s'en affranchit volontiers. Là, il devait avoir du mal à respecter la règle, donc on est passé à un octonaire, donc on a l'ajout d'un spondé et d'un dactyle, ce qui nous donne à la fin un octonaire. Bon, dans la contrainte, il y a quelques variations, mais l'un des enjeux est sans doute effectivement d'être capable de varier le vers et de passer d'un type de vers à l'autre. Donc moi j'imagine bien un étudiant se confrontant au texte modèle et tentant de répondre à la contrainte fixée. Il serait plus commode, plus facile, et c'est ce qu'on fait d'habitude, imaginez que c'était le prof maître de son latin qui composait ce texte. Enfin, avant d'être maître de son latin, ce prof il a dû s'essayer à ce genre d'exercice. Donc même si voilà, il me semble que cette hypothèse est peut-être retenue. Et si on va plus loin dans les hypothèses, on pourrait entrer dans les détails sur la métrique, mais je ne le ferai pas, et ça m'arrange d'ailleurs, parce que vous verrez que très rapidement, j'ai aussi des lacunes en matière de métrique, surtout néo-latine, parce que c'est assez flottant les règles qui suivent. Autre type d'exercice, le fait que l'énoniam et turpitudinem se trouvent en fin de vers,
pourrait avoir été aussi fixé comme contrainte. On a là la clausule du verre et avec ça il fallait pouvoir recomposer ce qui précédait pour retomber sur ses pieds en fin de vers, type d'exercice aussi bien attesté par ailleurs. Donc on a là le moyen de se confronter avec la langue et avec la métrique des latins, tout en respectant des contraintes qui sont d'une autre nature, de type discursif. Ce n'est pas le même personnage qui parle, c'est une mérétrix, donc la beauté dont il est question, elle n'est plus en vue, elle est perdue, ce qui implique d'ajouter ou de prius, etc. Bref, il me semble là qu'on peut avoir accès au laboratoire que furent en réalité, et c'est une idée qui me paraît importante, ces collèges d'universités parisiennes en France au début du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'on cessait à cette langue latine qui est la langue obligatoire, mais que l'on étudie, que l'on apprend en cours. Ils apprenaient des pièces de Terence par cœur, donc ils étaient aussi capables de s'en nourrir en permanence, mais on cessait à l'écriture aussi, et ces textes qui sont malhabiles, qui n'ont intéressé personne, en réalité, jusque-là, précisément parce qu'ils sont extrêmement maladroits, malhabiles. Et encore, là, je vous choisis des textes qui sont tout à fait lisibles, mais parfois, vraisemblablement, le vers n'est pas terminé, et puis, bon, ça pose des questions, de grandes questions. Ils sont malhabiles, mais ils me semblent avoir un intérêt, parce qu'ils disent quelque chose de la manière dont on construit cette langue néo-latine, en se confrontant, en se frottant aux textes antiques de manière très, très concrète. Bon, je ne poursuis pas, il y aurait bien d'autres choses à dire sur la manière dont ce texte est écrit. Voilà, j'ai dit quelque chose qui me tenait à cœur. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire, ok, ce sont des exercices d'écriture, mais il y a aussi des effets de sens. Et évidemment, réécrire tel texte à tel moment dans l'action peut avoir des effets de sens qui me semblent participer du registre comique des pièces que je vous présente. Alors ici, c'est guère évident, dans la mesure où la transposition est assez simple, mais je voudrais vous donner d'autres exemples pour essayer de réfléchir aux effets de sens que peuvent créer l'apparition dans un texte néo-latin d'une référence à la comédie antique. Donc ce sera le texte numéro 3. L'Hippocordulus, entrée en scène de Bous. Alors je l'ai dit, j'ai choisi des textes, mais en fait je les ai pas vraiment choisis, c'est-à-dire qu'ils se sont imposés à moi, et c'est en soi c'est significatif. Les textes que je vous présente sont souvent des textes d'entrée de rôle, le moment où le personnage se présente, et c'est significatif dans la mesure où c'est à ce moment-là que nos dramaturges néo-latins vont aller chercher les modèles, parce qu'ils construisent leur personnage, alors même que l'intrigue, vous l'avez compris, n'a rien à voir avec une comédie antique. Ils construisent leur personnage par référence au personae antique. Et ces moments d'entrée de rôle permettent de définir et d'identifier la persona. Et c'est ce que nous allons voir avec ce deuxième exemple. J'ai beaucoup hésité, savoir si on n'allait pas procéder autrement. Donc, je vous demande de ne pas lire le texte qui suit. Et on va peut-être essayer, alors c'est plus difficile du coup, mais de traduire ce texte sans regarder le modèle. Bon, non, allez, on va commencer par Plot. Ego non paucilulam in utero gesto famem rumercle multo maxima gravissimam. Alors, on va pouvoir le traduire assez rapidement, l'intérêt étant pour nous de traduire le texte néo-latin. Ego non gesto, ce n'est pas une paucilulam famem, une toute petite faim que je nourris in utero dans mon ventre. Alors, c'est donc l'entrée en scène du gélasime dans le sticus. Donc c'est un parasite qui se présente d'abord comme défini par la faim qui le tenaille. D'accord. Veru Mercle multo maximum gravissimam, mais c'est bien Herclé par Hercule, multo maximum et gravissimam, une fin tout à fait énorme et accablante, l'idée elle est lourde. Uteri dolores mi oborintur quotidier. Ne me laissez pas parler seul. Oui, s'il vous plaît. Oui.
donc là il faut que je précise que avant ces vers-là, il a présenté la fin comme sa mère. Donc il commence à faire une métaphore qu'il a filée, mais en fait ça se recroise parce qu'il est en train de dire qu'il va accoucher de sa mère, puisqu'il a d'abord présenté la fin comme étant sa mère, d'où cette remarque. Sans doute. C'est un peu étrange en tout cas. Oui. En tout cas, Woolgo, hein. Alors, Dicker, là, vous avez une forme d'infinitif passif qui est très fréquente dans la comédie. Donc, ça permet aussi de se confronter à la langue propre des comiques. Hein, j'ai pas commenté ce fait, mais c'est l'occasion de le faire, parce qu'elle a des traits, notamment celle de Plaute, qui connaissent bien, qui s'identifient bien. Hein, on s'intéresse beaucoup à Plaute précisément pour ses archaïsmes, et c'est ici l'occasion de les réemployer, de les réutiliser. Oui. Mmh. Oui, c'est ça. Oui. L'éléphant femelle avait l'habitude d'être gravide, de porter perpetuus decem annos pendant 10 ans. Oui, 10 années entières. Hein. Alors Kertos, là aussi, hein, c'est évidemment il y a les illusions et la pratique est souvent de les faire apparaître. Donc Kerto est. Oui. Alors cette fin, c'est-à-dire ma fin en fait. Hein. C'est ma fin, oui, non mais allez-y. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, c'est l'entrée de rôle, on se définit des traits qui rappellent tous les autres personnages du même type, et puis les plaisanteries qui suscitent évidemment le rire, ou au moins le sourire. Alors, dans l'Hippocordulus, nous nous trouvons au début de la pièce, et c'est l'entrée de Boulous, dont le nom grec indique d'emblée la fonction, ça va être l'ami du personnage principal, et c'est-à-dire le bon conseiller. Alors, pas toujours bon conseiller d'ailleurs, mais celui qui est là pour accompagner le héros. Et Obolus nous dit qu'il vient d'apercevoir un personnage qu'il ne connaît pas encore. Il s'agit précisément de l'Hippocordulus. Et au début du texte que je vous propose, il se propose de ne pas insister sur cette rencontre, et il va évoquer sa propre fin, et il va le faire dans les termes que vous allez retrouver. Sed unc culpi ne latinet anne persequi decino res cum gravior aliquanto instet mi curanda, quae, etc. Alors je vous laisse réfléchir au moins sur les 3 premiers vers, peut-être on peut faire ça comme ça.
Donc ce ounk, ça renvoie à l'hypocourdeuse qui vient d'entendre se plaindre. Mais il a mieux à faire que de l'écouter, et c'est ce qu'il nous dit là. Donc ce sont des yambes ici. C'est nerfs. Puis dès que quelqu'un se sent prêt... C'est bon, tout le monde, vous avez eu le temps de voir les 3 premiers vers au moins? Alors je vais vous donner la parole, à moins que quelqu'un d'autre qui n'ait pas pris la parole encore veuille se lancer. Oui? Oui, essayez de reprendre par groupe de mots comme on a l'habitude de le faire, mais comme vous voulez. Hein. Enfin, allez-y. Oui. Parce que ça sert à rien pour moi, ou c'est pas mon affaire. Oui, plutôt. Alors de le suivre, c'est-à-dire de le chercher en fait, hein, c'est l'idée de le... En fait, il s'interroge, il a entendu cette voix, mais vous n'avez pas le contexte, donc vous ne pouvez pas le comprendre, mais il a entendu se plaindre et il se demande qui c'est, donc il le cherche en fait. Mais j'arrête de m'en préoccuper, hein, si vous voulez, puisque cela ne me regarde pas. Parce que il y a pour moi une chose plus sévère, plus importante. Plus grave, je crois qu'on pourrait utiliser ici. Et c'est quoi cette chose? Alors, c'est pas simplement une chose, c'est res curanda. Oui. Alors, pour le traduire, je vous propose de le déplacer. Donc, moi, je traduirai par une chose bien plus grave me préoccupe l'idée que voilà. Quoi est laquelle? C'est le dîner. Le repas. Pour moi, le Alors, post foussas preces. après que j'ai C'est. Vous avez dit, mais je suis pas sûr d'avoir entendu. C'est prière, hein, précaisse, oui. Parce que c'est une indication importante sur le personnage, évidemment. Donc, de quoi s'agit-il? Du repas que je prendrai après avoir répondu mes prières. De fait, c'est un personnage qui se présente en prière. Neque uero mediocre, mais il va y revenir. Mediocre minutero gesto famem, sed ercer clinutum maximum infestissimum. Donc là, on retrouve le modèle plotinien. Bon, vous me voyez venir peut-être, ou peut-être pas encore, mais on a un personnage qui s'est présenté comme en fait un ermite qui est retiré au désert pour prier. Le truc, c'est que pour dire sa fin, j'en dis déjà trop, mais pour dire sa fin, il va utiliser les mots de qui? D'un parasite.
C'est-à-dire quelqu'un qui est d'abord mu par sa faim et par sa rapacité. Bref. Neque remedio crem in utero gesto famem. Donc allez-y. Je ne trouve pas dans mon ventre une femme médiocre. Oui, donc je porte une Alors que c'est beaucoup plus grand et peu funeste, que c'est la plus grande et la plus funeste, de loin, Muto, la plus grande et la plus funeste des fins. Uteri dolores mi oborintur claunculum. Là, pour le coup, c'est une citation pour. Alors, c'est les douleurs qui menacent, donc, claunculum, peu à peu, hein, adeut. Donc, les douleurs de mon ventre augmentent peu à peu, si vous voulez. Adeut. tellement que je vois que Donc, mes productorum esse, que je vais donner naissance Mhm. de mon ventre Oui, à la oui, donc je pourrais croire que c'est moi qui vais dans mon ventre faire naître la faim, ma faim. Donc là, on a effectivement des emprunts au personnage du parasite. Bon, on pourrait continuer, mais à la limite, c'est pas tout à fait nécessaire. Je vous avais donné la suite pour vous montrer que dans tout le passage qui suit, en fait, les emprunts sont moins massifs, mais de temps en temps, et notamment en fin de vers, pour la clausule, on retrouve des termes que l'on avait déjà dans le modèle antique. Vous avez, je l'ai pas mis en gras, mais les deux derniers mots des deux derniers vers, fames et quidpiam, qui sont autant de repères textuels dans le texte et qui permettent aussi d'identifier la source. Alors, on a parlé d'exercice d'écriture, maintenant parlons d'exercice de lecture. Ayons en tête d'abord que nous sommes beaucoup moins savants que ces étudiants parisiens qui connaissaient ces textes et qui même les expliquaient sans doute. On sait que Terence était beaucoup expliqué, etc. Ajoutons que Plaute l'était aussi, on a bien des traces contemporaines des utilisations scolaires de Plaute. Donc voilà, ce type d'exercice articule sans doute un cours sur Plaute. Donc ils connaissent le texte de Plaute et sans doute en partie par cœur. Donc le famème en fin de vers et le dicaire juste après, ça fait signe pour eux et ils identifient bien mieux que nous qui avons besoin de 3 vers pour être bien sûr de la référence. Quelques mots répandus ici ou là et dans les articulations surtout du texte peuvent suffire à l'identification. Question donc qui vient, il ne s'agit pas simplement d'un exercice d'écriture et de lecture. Quelle lecture pouvons-nous faire et en quoi cette réécriture est parfaitement et savoureuse ici? Que nous dit-elle en réalité du personnage? J'ai fait les 3 quarts de chemin tout à l'heure, mais je suis pas allé jusqu'au bout. C'est un vilain moine qui non seulement est un paillard, et on va le découvrir, et le texte, pour qui sait le lire, c'est-à-dire pour les savants que nous sommes, le disait d'emblée, c'est un moine paillard qui va être surtout préoccupé de se nourrir et de passer de bons moments. Et c'est parce qu'il est construit comme un moine paillard tel qu'on les trouve partout dans la littérature vernaculaire contemporaine, notamment dans la farce, mais parce qu'il est aussi construit en référence à la persona antique du parasite, que ce personnage apparaît lisible d'emblée.
Et c'est pourquoi c'est souvent dans ces entrées de scène qu'on a ce genre de choses, parce qu'il s'agit donc de nourrir notre lecture d'un savoir antique, et donc de jouer de la rencontre absolument improbable de références culturelles que dans nos esprits de modernes nous avons tendance à distinguer. Mais eux ne les distinguent pas et s'amusent, et le terme me semble important, de leur rencontre. Et donc ce qui fait rire, c'est ça aussi. Et j'en viens donc au deuxième moment de mon exposé, au dossier numéro 2 que j'ai appelé Showing Doing, la réécriture comme performance, parce que finalement, si on va jusqu'au bout de la logique, on fait rire non seulement parce qu'on raconte une histoire plaisante, mais on fait rire parce qu'on se montre capable de jouer avec ces références classiques. Bref, c'est très précisément comme ça que les anglo-saxons définissent la performance, c'est-à-dire on ne fait pas seulement, on se montre en train de faire. Et donc on monte sur la scène pour montrer ce qu'on est capable de faire. Apprécier ce que l'on apprend dans ce collège, on est capable de se saisir des textes antiques et de les confronter à notre littérature contemporaine pour en faire autre chose. Bref, on se donne en spectacle. Et mon approche est celle-là, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure ces textes donnent à voir une compétence. Et en sourire aussi, puisque de fait, c'est plutôt amusant. Alors, on va le faire pour explorer cette manière d'aborder les choses. Nous allons prendre un seul exemple de réécriture, réécriture donc d'un texte très célèbre de la Sinaria de Plaute, dans l'autre comédie du même manuscrit que j'ai présenté au commencement. Ce n'est plus donc l'histoire de ce moine défroqué qui va épouser une ancienne maquerelle, mais c'est l'histoire de cet Italien qui est mis au fer dans les fossés de Paris. Et il va entreprendre une odyssée dans les rues de Paris à partir du moment où il a pu échapper au fer, et donc rencontrer des personnages divers, et ces personnages, ce sont les personnages des bas-fonds parisiens de l'époque, personnages que les étudiants parisiens qui jouaient et composaient ces pièces devaient fréquenter quotidiennement. On est parfaitement renseigné sur les lieux, notamment de prostitution, qui étaient tout à fait proches des lieux où les étudiants étudiaient. Et donc, ils rencontrent là des personnages qui leur étaient familiers. Mais le bonheur pour ces étudiants-là, dans ce type de jeu, c'est qu'ils vont dire leur monde en reprenant les textes antiques, leur vocabulaire, etc. C'est ce que fait ici donc notre auteur anonyme. Alors, on va commencer par la Sinaria. C'est un texte extrêmement célèbre. Et de fait, il a été souvent réécrit dans la littérature néo-latine, mais aussi dans la littérature vernaculaire. C'est le texte où Clairette, qui est une maquerelle, va donner une leçon pour enseigner l'art de la maquellerie. Je ne sais pas, j'en doute. Elle le fait à l'adresse de Diabolé, qui est à l'amant de la fille. Alors, Clairette a une fille et qu'elle est prostituée. Et Diabolé est l'amant de sa fille. Sauf que Diabolé est désormais sans le sou, donc il n'intéresse plus la mère. Et elle va lui expliquer avec beaucoup de cynisme il ne l'intéresse plus. Hein. Et pour lui expliquer cela, et pour lui expliquer son art, eh bien, elle va faire une comparaison que vous connaissez sans doute avec l'art de l'oiseleur, expliquant que une maquerelle procède comme fait l'oiseleur qui veut attraper un oiseau. Donc voilà le texte. Donc il est Touskis, pardon. J'avais modifié le texte et puis tu ne sais pas, point d'interrogation, vous pouvez enlever le E, ignoster quaestus aucupi simillimust. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer là? Vous avez la traduction à côté. Alors, ça a été traduit, hein, j'ai repris la traduction Budé, mais quaestus, c'est notre quête. Hein.
Alors, ignoster questus aucupi similimus, pardon. Notre quête est tout à fait semblable à, donc c'est-à-dire notre métier est tout à fait pareil à celui de l'oiseleur. Auceps quando concinavit aream offundit quibum. C'est facile. L'oiseleur, oui. Lorsqu'il va préparer la terre et le C'est oui, on peut pour traduire par air, c'est un terme technique en fait ici, hein, le terrain dans lequel il va prendre l'oiseau. Quand il a préparé le terrain, donc oui, oui, et on prend la nourriture. Awes asweskunt. les oiseaux, ça coutume, ça habitude. Ouais. Bon là il y a une espèce de maxime, hein, neces facere sumtum quaerit lucrum. Pour celui qui cherche à faire du profit, il est nécessaire d'être dépensif. De faire une dépense, hein. Ça a été dit qu'il mange souvent. Semesi sunt captae rem solunt aucupi. S'ils ont été attrapés, Oui. Une fois pris, hein, pour prendre le semel. Rem solunt aucupi. Il solvo. Oui, oui. Et non, en fait, il libère l'oiseleur de sa dette. Il a fait une dépense puisqu'il a donné des graines, mais le fait qu'il soit pris ensuite, il fait qu'il a récupéré la mise, en fait. Donc il dédommage le chasseur. Itidem ikapudnos. la même chose arrive Chez nous. Donc là, il va comparer, il commence à comparaison terme à terme. Aedes nobis, area est. Donc, notre terrain, on l'avait traduit comme ça tout à l'heure, c'est la maison. Auceps sumego. je suis l'oiseleur. Esca est meretrix. C'est la nourriture en fait. Hein. La meretrix, c'est la nourriture, c'est-à-dire l'appât. Lectus inlex est. Alors, inlex, c'est un sens concret, c'est la peau, c'est-à-dire l'instrument qui imite le cri des oiseaux, et c'est un sens aussi abstrait, c'est le séducteur. Donc en fait, il y a les deux sens en même temps, évidemment. Donc, le lit, c'est la peau. Les amoureux, Ouais. les oiseaux. Ce sont les oiseaux. Bene salutando consuescun, compellando blanditer, osculando, ratione vinula, venustula. Donc ils s'habituent, donc on les apprivoise. En les saluant, Ouais. Alors et le bene, hein, qui est rendu par les bonjours aimables dans la traduction. au moyen de paroles Caressante. Osculare. Oui, en donnant des baisers. Oratione vinula. Alors, winula, c'est caressant, enjôlant. Et venustula, oui, tout mignon, avec. Si papillam pertractavit.
Alors là, c'est vrai que cette formule-là, aud ide est abre aukupis, mot à mot, hein, cela n'est pas sans ré aukupis. Mais sans quoi, justement, dans le contexte? C'est quoi? Oui, voilà, sans intérêt, sans profit, donc. Ça ne se fait pas sans qu'il en tire quelque chose. Hein, S'il a contracté un baiser, mais s'il a acheté un baiser, il est autorisé. Oui. L'attraper sans filer. Là, c'est la conclusion. Avec Kiné, donc. Avoir oublié donc tout cela. In ludo qui fuisti tam diu, toi qui fus si longtemps. Alors, in ludo, évidemment, c'est l'école. Alors, évidemment, le terme école m'intéresse. Parce que j'ai annoncé une réflexion sur le ludus, et nous y sommes. Bon, voilà pour le modèle classique. Voyons ce que cela devient dans la littérature néo-latine. Alors, on va passer vite sur l'exemple 6, mais ça me permet d'illustrer le fait que d'autres avant mes néo-latins parisiens avaient repris ce texte dans des comédies néo-latines en Italie. Tout à l'heure, mon point de vue était exclusivement français et parisien. C'est l'occasion de rappeler que des comédies néo-latines, et il y en a eu d'autres, et qui sont pour le coup assez bien connues, composées en Italie dès le XVe siècle. Et c'est le cas de la Crucis, qui n'a pas été composée en Italie, mais par un humaniste italien de grand renom, Enea Silvio Piccolomini, qui compose une comédie qui, d'une certaine façon, si on la juge du point de vue de l'imitation des modèles antiques, est bien plus aboutie, alors qu'elle est composée presque un siècle avant, que les comédies parisiennes qui nous occupent aujourd'hui. La Crucis de Piccolomini reprend une intrigue qui est assez proche, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est assez proche en fait d'une intrigue de comédie antique, dont l'imitation est beaucoup plus précise dans la comédie néo-latine dès le XVe siècle que l'imitation pratiquée par les Français un siècle plus tard. Et d'une certaine façon, enfin de mon point de vue, elles sont moins intéressantes, en tout cas pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que le décalage est moins grand, et donc les effets de son sont moins saisissants. Ici, en réalité, ce n'est jamais qu'une maquerelle qui donne une leçon à l'un de ses élèves dans un contexte, dans une intrigue qui est tout à fait semblable à une intrigue de comédie romaine. Elle demeure intéressante dans la mesure où, comme vous le constatez simplement à regarder le texte, il y a une réduction du propos, hein, à ce que l'éditeur de ce texte, Jean-Louis Charlet, a appelé des pseudo-scénaires. Alors, je ne vais pas entrer dans ce genre de considération, mais si les Italiens sont bien en avance sur le modèle d'imitation, la manière dont ils imitent la comédie antique, les recherches sur le vers de la comédie sont bien moins avancées au XVe siècle, et donc si les professeurs parisiens arrivent à peu près à faire des scénaires, des octonaires, etc., les Italiens du Quattrocento n'ont pas encore saisi les règles fondamentales, notamment remplacent volontiers liambe par un trochet, ce qui fait qu'in fine, on ne sait plus trop ce que c'est qu'un scénaire. Bon, Jean-Louis Charlet a écrit là-dessus, et donc il a proposé de parler de ces scénaires comme des pseudo-scénaires, où en gros il s'agit de mettre des iambes avec toutes les substitutions possibles, et dans un vers dont la taille équivaut à peu près à ce que c'était qu'un scénaire antique. Bon. Mais ce faisant, Eneas Silvio Piccolomini réduit le texte source. Et bon, on pourrait quand même malgré tout le traduire rapidement, parce que dans la bouche de Cantara, on voit comment il réduit à sa substance le texte, et de manière assez habile finalement. Est-ce que on le traduit ?
je le traduis moi. Sed vide, quia non bene dixi aucupius was esse. Alors oui, j'ai pas situé, mais Kantara, en fait, dans ce texte, va se moquer de deux amants que leurs maîtresses sont en train de tromper avec d'autres amants. Donc, on retrouve le cynisme de la clairette d'origine qui va mettre ces pauvres victimes face à leur déroute. Sed vide quia non bene dixi aucupius was esse. Mais allons. J'ai dit non benedixi, j'ai dit à tort que vous étiez à Aucupium. Alors, Charlet traduit par oiselé parce qu'en fait, Aucupium signifie aussi le produit de la chasse. Et donc le produit de la chasse, en l'occurrence, ce sont les petits oiseaux. Donc elle va s'en expliquer. Sed questus quem facio similis est Aucupi. Mais le métier, on reprend le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, que je pratique est semblable à l'oisellerie. In aucupio aexunt. Dans l'oisellerie, il y a auceps area quibus aves. Un oiseleur, un terrain n'a pas un oiseau. Ec domus est area. Cette maison, c'est le terrain. Quibus est meretrix. L'apa, c'est la courtisane. Ego sum auceps, moi je suis l'oiseleur. Et vos estis aves, et vous, vous êtes les oiseaux. Donc, constatez la réduction à l'os, presque du texte, avec quelque chose d'assez efficace. Elle énumère d'abord les éléments de la comparaison, puis ensuite il fait une lecture terme à terme de chacun de ces éléments. Il descend tout le reste de côté pour essayer de tenir dans ce qu'il définit comme un scénaire, même si il ne correspond pas tout à fait au modèle du scénaire, comme je le disais tout à l'heure. Qui bene salutati consquetitis et compellati blanditer seivis attractu papillarum et oracione venustula toamquam aves deprehendimini retibus. Vous qui bene salutati, après avoir reçu des bonjours aimables, consquetitis, vous apprivoisez, et compel. Alors vous voyez aussi qu'il y a un changement de personne. Là, elle s'adresse directement à eux, à la troisième personne, et ce qu'on avait des gérondis deviennent des participes parfaits. Là aussi, dans cet esprit de condenser le texte au maximum pour le faire entrer dans le cadre du vers. Et compellati blanditer suavis. Et pris par des baisers caressants. Attractu papillarum et oracione venustulam. Et par le attractu, par les par l'attirance le fait de saisir en fait le téton, et oratione venustula, et par le mignon discours, tamquam aves deprehendimini retibus, vous êtes pris comme des oiseaux, retibus, par les raies. Donc on a là une réduction à l'os du texte qu'on pourrait commenter longuement, je ne le ferai pas. Et je m'intéresserai davantage aux réécritures parisiennes qui me permettent davantage d'illustrer ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cet effet de décalage entre la source et le résultat final, et illustrer ce que j'annonçais comme une réflexion sur la performance que constitue la réécriture pour elle-même. Et c'est pourquoi je vais citer 6 vers qui précèdent en fait la réécriture de notre extrait, parce qu'elle annonce la réécriture avant même qu'elle n'apparaisse dans le texte. Albidulus, je l'ai donné en commentaire dans le texte que vous avez sous les yeux, souhaite entreprendre une carrière de macro. Et alors Albidulus, c'est un ancien rhéteur, c'est un ancien professeur. On croit comprendre qu'en fait c'est un ancien professeur qui est devenu une espèce de... Alors on ne sait pas pourquoi il est réduit à cela, mais en tout cas il erre dans les rues de Paris et il se dit que pour gagner de l'argent, eh bien il pratiquerait bien un nouveau métier qui est celui de macro.
et il espère profiter de l'enseignement d'une professionnelle, Sophoclidiska, qui est un nom que l'on retrouve dans la comédie romaine, et c'est cette Sophoclidiska qui va lui donner une leçon. Mais vous voyez déjà que, en fait, le texte de Plaute finissait sur l'idée d'école. Et en fait, notre humaniste parisien va reprendre, va prendre au mot cela, puisque de fait, ça va devenir, alors que là c'était une leçon cynique qui ne s'adressait à personne, sinon aux spectateurs pour les faire rire. Là, très concrètement, on a un ancien professeur qui change de métier et qui va recevoir une leçon. Donc ça va déterminer la forme de leur échange. Mais cet échange va être présenté d'emblée comme une réécriture savante, comme une variation à partir d'un modèle. Et Castor animus esset agere clauculum, vel liberius acum quereta colloqui lenocinandi, ud nodos mi dissolveret. Meque adeo peritum lenonem rederet, artis nil peret, ud davus mei, ud balio ili plautinus mi rederet. Alors, je vous laisse réfléchir quelques minutes à ce texte. On peut le faire ensemble si vous voulez. D'autant que c'est pas précisément ce texte qui m'intéresse, mais surtout le précédent, mais il m'intéresse pour ce qu'il va nous dire malgré tout de la réécriture. Donc, et Castor, par Castor, animus esset, l'idée serait agere clauculum, d'agir discrètement, vel liberius ac cum clereta colloqui, et de parler acum clereta, avec cette clairette. Bon, je commenterai ça évidemment, mais vel liberius, un peu plus librement. Ut lenocinandi ud nodos mi dissolveret, elle pourrait ainsi, pour qu'elle, si vous voulez, me révèle les nœuds, les arcanes du métier d'entremetteuse, lenocinandi. D'accord? Meque adeo peritum lenonem rederet, et elle me rendrait, elle ferait de moi un macro vraiment peritum compétent. Hein. Artis nil praeriperet udaus mi adeut, donc au point que Davos, qui est, je vais y revenir, n'aurait alors rien à m'apprendre, hein, il me passerait devant, si vous voulez, moi je passerai avant lui, c'est-à-dire il n'aurait rien à m'apprendre. Out balio il est plautinus mili crederet, pas crederet, ou bien balio, ce fameux balion de Plaute céderait devant moi, c'est-à-dire je l'emporterai aussi sur le célèbre balion de Plaute. Alors, bon, évidemment, ce genre de citation est tout à fait importante, puisque il me semble que ça va dans le sens de la lecture que je proposais. Hein. Il s'agit d'identifier un modèle d'emblée et de nous dire très explicitement que ce personnage issu de la littérature farcesque, de la littérature vernaculaire, des fabliaux et des contes facétieux, en fait, non. D'abord pour objectif que de rivaliser avec les modèles antiques de la même façon que celui qui écrit rivalise avec les modèles antiques. Donc le lecteur est parfaitement averti de ce qui va suivre, et le personnage lui-même, en un discours méta-poétique, se définit en rivalité avec ces modèles antiques. Donc il n'y a pas de doute sur la manière dont la suite doit être lue. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Non metenes occupandi industriam, teneo, etc. Donc là, je vous laisse lire ce passage, et puis on le traduit ensemble tout à l'heure. Déjà, vous avez que ça devient un dialogue.
C'est bon, vous avez pu parcourir l'ensemble du texte. Est-ce que quelqu'un veut... Oui. Dans l'UTMS, auch von den Industrien, n'exerces-tu pas le métier de voisineur, Teneo, si? Es profet nostra arstu et simila, et bien, notre art est parfaitement similaire à celui de voisineur. Nec conti articulo petitas interlego. Alors là, je ne comprends pas tout ce que tu dis. All caps, Loisler, cum primum continavit Ariam, après avoir préparé le terrain. Granorum facti nutribus cum copiam, il met une grande quantité de grains pour les oiseaux. Aves facilus basto utras res contubo, pour habituer plus facilement les oiseaux à la nourriture répandue. Quoi satisfactum domum accipit, les oiseaux qu'ils emportent alors plus facile, qu'ils emportent alors souvent, qu'ils emportent à la maison après avoir fait souvent cette dépense. Quid exponit sumptum auceps. Mais pourquoi Loisler fait cette dépense? Oui, à Cogetum, mais parce qu'il veut gagner de l'argent. Pour itinere nos indias fieri a solet, d'ailleurs. Alors c'est pas tout à fait de l'argent là pour le coup, un gain, oui, parce que... Mais le gain, le profit, c'est bien l'argent. Oui, mais enfin là le but c'est d'attraper un oiseau. Oui, après il peut le transformer en profit, oui. Oui, enfin en bien pécuniaire, oui. Pardon. Mais ensuite, il a attrapé ces oiseaux. Il le fait bien pour les exposer, pour les montrer à des gens, et ces gens sont censés payer pour les voir. Non? C'est pas ça? Ah ben alors là, il attrape les oiseaux pour les manger sans doute, ou pour les vendre. Donc, de l'argent. Sauf s'il les mange. D'où le chrome. Le chrome, c'est un gain, quoi. Alors, la métaphore est pécuniaire. Il est peut-être pas certain que le sens là précis ce soit pour avoir de l'argent. C'est pourquoi je me permettais de juste dire que gain est peut-être plus prudent que argent. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que nous avons l'habitude de faire tous les jours. C'est ce qui arrive chez nous jour en jour. Chaque jour, oui. Sed isto cum le facile tentaritur. Mais comment pourra-t-on tenter cela facilement? Coditis arduas mi provincia. Parce que tu dis, là je n'ai pas bien compris, ma province est... Alors, c'est pas province. Provincia, le sens premier du terme, c'est... Oui, c'est ça, c'est la charge, la mission. Hein. Oui, mais pas... Oui, oui, mais enfin, ce sera une mission délicate. Mais oui, oui. On peut voir aussi une métaphore de ce sera une province... Ben, c'est un peu étrange de traduire ainsi comme... Ouais. Non, c'est une mission, Tamquam minoritia tendas, comme tu tentes de filer en mettant les noms, auceps eris, tu seras oiseleur, meritus vero escam povas aut erum, la courtisane sera l'oiseau, les amants... Alors, c'est l'appât en fait. Oui, l'appât, esca. Enfin, la nourriture. les amants sont les... Voilà, Voilà. ils sont les oiseaux. Cruz, Benesalutum, Blanditer, que tu attireras en les saluant d'une manière parfaitement flattante. Flatteuse.
Oui, oui, c'est jamais trop. Je propose tu les attireras par d'aimables salutations. Merci. Je vous laisse faire le commentaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Linguistiquement, c'est plus rhétorique. C'est plus près de la prose, en fait. C'est quoi, typiquement, là, ce Je sais plus. J'ai pas noté. C'est pas des scénaires. C'est un verbe long, donc Ouais. ça permet de faire Oui. et on entend des formules de prose rhétorique dedans. Par exemple, le codifice ardoise, mais pour une kia, je trouve que c'est quelque part, c'est plus près du. C'est curieux parce que c'est du théâtre, donc c'est clairement modélisé pour les contenus sur vote, en fait. Mais dans l'écriture, là, ça me semble nettement plus modélisé sur de la prose ironique. Tu as raison parce que l'autre horizon qu'il y a derrière, puisqu'on a déjà noté que c'était un dialogue, c'est l'interlocution scolaire classique. C'est-à-dire que là, il fait je suis d'accord avec toi, il fait d'un texte de théâtre un échange de maître à professeur avec des formules que l'on retrouve là et qui devaient nourrir aussi l'échange quotidien et qui donc se nourrit aussi de toute la tradition rhétorique. Donc il l'a pris au mot ce mot d'école et il en fait de fait un échange presque scolaire, même si l'univers de référence n'a rien à voir avec l'école, mais c'est précisément dans ce décalage que naît le sourire évidemment de ce professeur qui se met à l'école d'une maquerelle. Notamment le truc, la quid exponit. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mon hypothèse allait jusqu'à dire que c'était presque une parodie de colloque scolaire, de ces échanges maître-élève que l'on a vous connaissez les colloques d'Erasme, mais il y en a bien d'autres qui reproduisent l'interlocution scolaire. Ici, on a aussi ça. C'est-à-dire, alors, ça dit le feuilletage de parodie qu'il y a derrière. C'est-à-dire, on réécrit un texte antique, mais on réécrit aussi le discours scolaire et des situations scolaires dont on se moque, puisque tout ça est confronté à une réalité qui est pourtant familière, mais qui n'apparaît guère dans les textes savants des humanistes, mais qui apparaît là de manière incidente à travers ce texte que rien ne permettait de conserver. Enfin, sa vocation n'était pas d'être conservé, et c'est aussi pourquoi d'ailleurs il est précieux. Donc, pour résumer mon propos sur ce Marabéus et puis sur le texte précédent, donc ce qui me paraît important, c'est de voir à l'œuvre, me semble-t-il, à travers ce genre de texte, la manière dont ils se confrontent, y compris par des exercices ludiques, c'est-à-dire par le jeu, à ces textes antiques pour nourrir leur langue. Alors, évidemment que ils arrivent déjà avec certaines pratiques, une certaine connaissance de la langue, notamment de cette rhétorique dont tu parlais, et que tout ça va se confronter à une autre langue qui est la langue des classiques, et donc créer un objet qui devient pour nous assez étrange et hybride, puisqu'il est nourri d'un vocabulaire antique et surtout comique, mais qui se voit réinventé dans un tout autre contexte qui est celui de l'école, du collège, contexte tout à fait sérieux a priori. Il me semble là que il serait dommage d'étudier ce texte du point de vue littéraire, si vous voulez. Il me semble que c'est aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un témoignage d'une pratique concrète d'écriture. Je pourrais argumenter, mais je l'ai déjà dit, dans le manuscrit, il y a des moments où c'est plus malhabile encore. On sent et il y a des interventions extérieures. C'est-à-dire que c'est vraiment un essai. Je parlais tout à l'heure de laboratoire. Il faut concevoir ces institutions-là comme des lieux où l'on cessait
à la langue latine à partir des textes que l'on étudie dans les cours de lecture, enfin dans les lectiones que donnent les professeurs. Or, on a peu accès à ça. C'est-à-dire c'est très rare. On travaille beaucoup, par exemple, sur des imprimés. Là, ce sont des manuscrits. Donc déjà, la différence de statut du support indique aussi une différence de fonction. Et c'est en regardant aussi ce type de support que l'on peut essayer de toucher du doigt la manière dont s'invente cette langue néo-latine au contact direct des textes du passé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai encore des prolongements. Si, j'ai renoncé, mais je pense j'aurais peut-être eu le temps, mais à vous présenter un autre texte. Je vous en parle juste parce qu'il m'amuse beaucoup et il est très intéressant. C'est la réécriture. Alors, pardon, mais j'ai plus la mémoire de la référence exacte c'est un texte de Terence, mais vous allez peut-être le retrouver. En tout cas, c'est un texte du Marabéus, de l'Hippocordulus, où il y a un serviteur qui veut se débarrasser de son maître. Et il lui dit, tu connais un tel, va aller me le chercher, tu tournes à gauche, à droite, etc. En fait, c'est une réécriture très précise d'un texte de Terence, où on a, je crois que c'est Déméave, que l'on envoie promener de cette façon-là, au sens propre du terme. Mais c'est évidemment adapté à la topographie parisienne. C'est-à-dire que ce sont des lieux très précis que l'on connaît. Et puis, on a un plan en 1552 de Paris qui est extrêmement précis. Et je me suis amusé à suivre, à essayer Et alors, ça c'est pour l'anecdote parce que j'en suis très satisfait. Je vous ai dit que j'avais mon idée sur le collège dans lequel avaient été composés ces textes, le collège des bons enfants de Saint-Victor, donc qui est en bas de la montagne de Sainte-Geneviève, pour des raisons diverses que je ne vais pas exposer ici. Mais en suivant le chemin à travers les rues de Paris, j'arrive à peu près à confirmer mon hypothèse. C'est-à-dire qu'on connaît le point où il veut l'envoyer. Il veut l'envoyer dans une boutique qui est toute proche du collège de Navarre, qui est en haut de la montagne. Et si on suit, il donne aussi d'autres repères, ça confirme à peu près mon hypothèse sur le lieu de départ. Bon, mais au-delà de l'anecdote et de la satisfaction que j'ai éprouvée à pouvoir vérifier cela ainsi, ça dit quelque chose du rapport de ces néolatinistes avec ces textes antiques. Parce que quand Terence écrit ce texte, il y a eu de longs et nombreux débats. Est-ce que il faut faire une lecture réaliste de ce chemin? Certains se sont dit c'est Athènes, puisque c'est censé se placer à Athènes, donc ils ont essayé d'autres ont dit mais non, c'est à Rome, donc ils ont essayé de suivre le chemin. En réalité, il est tout à fait évident que le texte n'a aucune vocation réaliste et il s'agit juste de perdre un personnage et donc... Sauf que pour mon texte néo-latin, ça fonctionne. Parce que le rapport à l'imitation est sans doute différent. Là, ils assument totalement l'idée que on va se saisir d'un modèle antique, mais on va en faire quelque chose pour nous, dans notre milieu à nous, avec des références très explicites à notre univers. Et il ne s'agit pas de reconstruire une Grèce fantasmée par des Romains qui sont admiratifs de ce que fut Athènes. Non, il s'agit de prendre les textes qu'on admire, certes, mais de les replacer dans une topographie qui leur est familière, pour en faire un objet qui leur est totalement familier. Et d'une certaine façon, ça explique qu'ils n'aient même pas pensé à conserver ces textes. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont amusés à composer ces textes, ce sont des pochades d'étudiants, c'est sans doute pas beaucoup plus que cela. Et pendant des décennies, ces pochades-là ont été composées, jouées, et il se trouve qu'il y a un manuscrit qui en garde le souvenir. Il y en a d'autres, assez peu nombreux. Par contre, il y a des témoignages qui sont plus nombreux encore, qui prouvent que, voilà, ce genre de texte existait, circulait, mais que on ne les fixait pas parce que c'était le moment d'une représentation, que l'on se plaisait à transposer une réalité antique dans l'univers familier. Bon. Ultime prolongement, c'est le texte numéro 4, puisque le texte de Plaute a été exploité à nouveau par Jacques Grévin, donc l'un des premiers auteurs de comédie en français. On est au début des années 1560, j'ai pas noté la date, mais je crois que c'est bien ça, 1561, vous vérifierez, qui a été jouée elle-même dans un collège parisien, sur la scène d'un collège parisien, comme le furent toutes les comédies dont j'ai parlé jusqu'alors, et qui situe son action dans le quartier
des collèges, autour de la place Maubert. Il s'agit d'une histoire de bourgeois parisiens autour d'un adultère. Donc là, on retrouve tout l'univers de la farce, transposé donc dans l'univers familier des gens de finance, puisque la victime principale est un financier qui prête de l'argent et qui est victime d'un cocuage. Bon, et il se trouve que Grévin a inséré une traduction qui est assez fidèle selon les critères de l'époque du texte de Plaute que vous avez là, qu'on va pas lire, mais que vous pourrez relire. Alors on a trouvé l'éditeur l'éditeur de ce texte a trouvé que c'était plaqué cette référence-là. Dans un texte qui ne multiplie pas autant que ne le font les textes néo-latins les imitations textuelles comme celle-là. Et donc dans cette histoire de cocuage, il n'y a pas de maquerelle en fait dans la pièce. Il n'y a pas de léno, il y a pas de. Donc voilà. Ce terme de plaqué m'a interrogé. D'une certaine façon, oui, il est forcément plaqué dans la mesure où je pense qu'il devait être identifié par les publics de ces collèges pour ce qu'il était, c'est-à-dire une traduction d'un texte qu'ils connaissaient par ailleurs. Et que donc, l'idée d'être plaqué n'est pas inintéressante dans la mesure où on doit sentir le décrochage. À ce moment-là, c'est un morceau de bravoure que Grévin insère en proposant une traduction d'une page bien connue. Mais on peut aussi nuancer cette idée de plaquage, puisqu'en réalité, que fait, c'est le serviteur de l'un des amants de l'épouse adultère qui parle ici, que fait le personnage qui prend en charge le propos de la maquerelle. C'est évidemment pas une leçon qui est donnée sur l'art de la c'est une accusation qui est portée contre l'épouse adultère, qui est ainsi rapproché de la mérétrix antique. Donc c'est pas totalement plaqué dans la mesure où là encore l'hypotexte antique permet de dire quelque chose qu'en réalité la pièce française ne dit pas explicitement, c'est que cette femme c'est une prostituée. Tout simplement. Et donc mon analyse allait jusqu'à proposer qu'on avait un moyen de dire sans dire et que, en jouant avec les références culturelles des spectateurs, on arrivait à dire clairement ce que le texte se refusait à dire de manière trop directe. Et ainsi, on arrive à nuancer ce qui a été dit de la comédie française, qui serait quelque chose comme une forme édulcorée de comique par rapport à la farce qui est contemporaine et qui, elle, dit très crûment que telle ou telle est une prostituée. En réalité, grâce aux intertextes et grâce aux hypotextes antiques, pour ceux qui savent lire, c'est-à-dire qui connaissent ces textes, et ils sont nombreux sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le quartier universitaire à Paris, pour ceux-là, le propos est totalement clair. Donc il y a un jeu extrêmement savant, et il faut avoir en tête ces jeux-là pour ne pas, nous, en faire des lectures naïves. Parce qu'il faut avoir en tête qui lit et qui découvrait ces textes en scène. Et voilà, je crois que c'est vraiment important de se poser ces questions. Alors, on pourrait en débattre. Est-ce que ça vaut les remarques que je fais pour tout texte néo-latin? Est-ce que ça s'applique? Bon, pour mon corpus en tout cas, et pour ce type de texte produit dans ce milieu-là, il est clair qu'on ne peut les saisir, les comprendre sans connaître la culture de ces gens et bien avoir en tête que leur culture est bien différente de la nôtre et donc leur lecture est bien différente de la nôtre. Je ne vais pas broder indéfiniment, alors qu'il me reste encore 10 minutes. Je vous laisse la parole si vous avez des questions ou des remarques à faire sur les analyses que je viens de vous proposer. Et la dimension ludique, évidemment, elle est évidente ici dans ce genre de texte dont la vocation est de faire rire et sourire. Mais dans quelle mesure, par exemple, moi, pour ce qui m'intéresse dans la tragédie, ça ne joue pas aussi. Il y a des tragédies contemporaines de ces textes qui, pour le coup, ont été publiées pour certaines d'entre elles, tragédies de Buchanan, de Murray, qui sont tout entières elles-mêmes tissées de références antiques avec des réécritures évidentes, etc. Mais on en fait une lecture d'une certaine façon assez naïve. Oui, il s'agit
de montrer ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est déjà pas mal de voir qu'il y a le geste derrière qui s'affiche, mais d'en faire une lecture savante, ça se nourrit de ses sons, etc. C'est tout à fait vrai. Mais dans quelle mesure, même dans ce genre de texte, il n'y a pas simplement le plaisir du texte de la part de ceux qui les composent et de ceux qui les écoutent à entendre telle ou telle tirade de Sénèque réécrit et placé dans la bouche d'un personnage biblique, par exemple. Donc quand je parle de ludisme, je semble le réduire à la dimension ludique du texte comique, mais je pose la question, est-ce qu'en réalité cette idée-là ne peut pas rendre compte d'autres pratiques dans d'autres genres qui ne sont pas comiques, mais dont les effets sont du même ordre, c'est-à-dire de jouer avec les mots, avec les textes, et de présenter ces jeux-là comme finalement l'essentiel de ce qui est à dire, et de ce que vivent les spectateurs, les lecteurs, au moment où ils voient, où ils lisent les textes. Voilà. Je sais pas, vous avez des idées là-dessus? Est-ce que les auteurs de comédies en français, donc Grévin, Ouais. Baïf et les autres, est-ce que quand ils écrivent des comédies, donc à partir de 1500, est-ce qu'ils ont en tête les textes néo-latins du début et est-ce qu'ils ont même peut-être joué eux-mêmes Oui, bah, évidemment. Enfin, Jodel, en 1552, il joue dans un collège, il est passé par les collèges, il a alors peut-être pas ces textes-là en particulier, mais il a pratiqué lui-même ce type de littérature. Je parle pour la comédie, mais clairement pour la tragédie, évidemment, beaucoup ont été élèves de Buchanan, auteur de tragédies bibliques. Ils ont eu un rapport intime avec ces textes-là. C'est pas du tout le hasard si ces premières comédies sont jouées à cet endroit-là. C'est qu'il y avait un public pour les entendre. Il y a une thèse en cours sur l'influence du théâtre néo-latin sur Corneille. Oui. Alors, la question a déjà été explorée. Donc j'imagine que l'approche est différente, mais le théâtre des Jésuites, parce que là vous voyez que je me suis mis en amont du théâtre des Jésuites, que vous aviez peut-être en tête en m'écoutant. Moi je me situe avant les Jésuites, mais les Jésuites ensuite ils vont systématiser ces pratiques, y compris d'ailleurs avec le théâtre comique. On trouve du théâtre comique, alors pas de ce genre-là, il y a beaucoup moins de maquerelles chez les Jésuites que dans les collèges parisiens, mais il y a la volonté de faire du comique aussi, et donc de se référer aussi à Terence en particulier. Ils vont rendre systématique cela, et de fait, ils vont avoir une influence considérable sur bien des auteurs, et notamment sur Corneille. C'est certain. Mais en fait, ce qui se passe chez les Jésuites à partir fin 16e, début 17e, en fait, se met en place dès la fin du 15e siècle dans ces collèges universitaires, dont s'inspireront les collèges jésuites par la suite. Je voudrais demander est-ce qu'il y a des phrases d'un discours moralisant sur cette thématique employée dans un contexte scolaire? Alors, le discours Colonna... Pardon. C'est intéressant pour moi que les étudiants doivent réécrire des scènes comme celle-là avec des vérités. Oui, c'est très étonnant. Oui, vous avez raison de mettre le doigt là-dessus. Il y a une réflexion sur ça dans cette époque? Elle apparaît au cours du XVIe siècle, notamment dans les éditions de Plaute, où l'on s'interroge sur la moralité de certaines scènes. Certains feront le choix de les couper ou de ne pas les commenter. Cela dit, moi il me semble qu'on a été surtout sensible à ce genre de discours pendant très longtemps, c'est-à-dire ce discours moral, et quand on se confronte à la réalité des pratiques, on voit qu'il y a un décalage considérable. Et pour le début du XVIe siècle, on a des textes réglementaires sur la moralité, enfin sur le propos tenu dans le théâtre scolaire, mais pas de manière spécifique sur l'emploi de Plaute ou de Terence ou d'allusions explicites au monde de la prostitution, etc. C'est jamais aussi pointu. On a juste attention à ce que vous faites, et les professeurs doivent veiller à ce que ce soit correct. Ça se limite à ça pour le début du XVIe siècle. Mais dans la pratique, il est évident que ça ne pose problème à personne, semble-t-il, et c'est tout à fait surprenant. L'exemple que je reprends, c'est j'ai travaillé sur un professeur au collège trilingue de Louvain qui s'appelle Adrien Barlondus. Bon.
Il a composé, il a mis en scène des pièces de théâtre antiques, il a composé des prologues pour les introduire, etc. Et il a aussi composé des colloques scolaires, des dialogues entre maîtres, professeurs, etc. Et dans son recueil de colloques scolaires, c'est un professeur tout à fait sérieux, on ne peut pas douter de sa moralité, etc. Il choisit, exercice tout à fait intéressant, de réécrire une scène de Plaute sous forme de dialogue à apprendre par cœur pour enrichir la langue. Bon. On se dit, il aurait pu choisir ailleurs que Plaute, parce que de fait... mais dans le corpus de Plaute, il choisit la dernière scène de la Cinaria, où on a un jeune homme qui va faire la fête chez les prostituées avec son père, qui se partagent les mêmes femmes. Et moi, je ne comprends pas qu'il ait fait ce choix-là. C'est absolument dingue. Dans un manuel qui se présente comme tout à fait sérieux, avec une préface qui indique qu'il s'agit d'apprendre la langue latine, etc., il ait choisi précisément une scène pareille. Et pourtant, il le fait, on est au tout début du XVIe siècle. Bon, pour moi, ça reste un point aveugle, c'est-à-dire de comprendre cela. On peut émettre des hypothèses sur le rapport à la chose, et qui est sans doute moins décomplexé que, moins complexé que nous, mais alors, petit à petit, un discours qui va se construire. Alors, les jésuites, évidemment, vont appuyer là-dessus et de mettre en question l'usage même du théâtre, etc. Mais pour ce qui est des périodes où je m'intéresse, voilà, il y a ce décalage entre les quelques témoignages de mise en garde contre la moralité des textes, qui sont pas très précis, et une pratique massive qui a l'air de faire fi de toute mise en garde, quoi. Et aussi petite particulière question, est-ce que le concours de Rousse a une signification? Alors oui, je sais pas. Ça pourrait être le petit cœur, quelque chose comme ça, en mélangeant le grec et le latin. Mais c'est pas tout à fait. J'ai pas de certitude sur la signification de. Si vous en avez une, ça m'intéresse. Si vous avez une. Ouais. Quelque chose avec les pouces, mais ça. Ouais. Il n'y a aucun sens pour ça. Ouais. La maladie des yeux. Non, parce que ça fait pas sens avec le texte. Il doit y avoir le cœur et puis le diminutif, petit cœur, quelque chose comme ça, mais difficile à dire. De même que Marabeus reste un peu obscur pour moi. Ça renvoie sans doute à la. On dit, mais ils sont intéressants ces textes aussi pour ceux qui disent aussi c'est un Italien dont on dit qu'il a la peau mate et qui est rejeté. En fait, c'est un travail. C'est sur le thème de l'exclusion en fait de celui qui est. Et le Marabeus peut-être garde trace de ça, mais j'ai pas de certitude. Cela dit, il va falloir que j'en ai quelques-unes, ou au moins des hypothèses étayées, parce que ces textes, il faut que je les publie. Il y a des traces dans cette présence des courtisanes, tout ça. Est-ce qu'il y a des traces d'allégorie, genre il faut passer par les courtisanes pour arriver, les arts libéraux pour arriver à la sagesse Alors non, alors oui, c'est pas présenté comme ça, mais ce que tu dis me fait penser à un type de discours que l'on a, par exemple, chez Mélenchon, lorsqu'il justifie l'utilisation de Terence, qui fait problème elle aussi. Il y a l'idée qu'en fait, on a un texte démonstratif, que certes on s'égare, mais à la fin on retrouve le droit chemin. C'est vrai pour bien des pièces de Terence, c'est pas toujours vrai pour Plaute, c'est même rarement le cas, et c'est absolument pas le cas pour la Cinaria. Donc entre le propos de Mélenchon qui essaie de justifier malgré tout les errances, qui serait, bon, vous connaissez tout ça, hein, c'est le mauvais exemple qui permet de s'en inspirer. Bien sûr qu'il y a ce genre de discours j'en parlais tout à l'heure, dans les éditions de Plaute et Terence. Mais en réalité, ça fonctionne très très mal. Pour Terence, ça passe, mais pour Plaute, ça ne fonctionne pas du tout, sauf à avoir beaucoup de mauvaise foi. Mais oui. J'avais une question aussi au niveau des 15e pays italiens, en fait. Oui. J'ai Piccolomini en campus, mais pas de théâtre, c'est l'historien de Moussa Antimus. Oui. Et en fait, il y a même énormément de références d'intertextes protestantiques. Oui. Et je me demandais s'il y avait une date clé ou un moment qui justifiait qu'on ait ce type d'intertexte dans une nouvelle qui est quand même plutôt
date clé au XVe siècle pour l'histoire de la réception du théâtre antique, c'est la redécouverte de 12 comédies de Plaute qui avaient été perdues. Je sais plus, j'ai plus la date en tête, c'est 1430, quelque chose comme ça, qui est un événement hein, dans le milieu des humanistes évidemment, parce que bon, évidemment, on redécouvre une grande partie d'un corpus qui était totalement inconnu, sinon par des citations, etc. Et donc, je pense que ça a quand même considérablement contribué à la popularité du genre comique au 15e. Ouais. Ensuite, les autres dates importantes, ce sont les principes, les premières éditions de chacun de ces auteurs. Mais là, c'est un peu plus tard, dans les années 70, qui fait que cette diffusion s'élargit. Mais le grand événement, c'est celui-là. Ouais. C'est ce manuscrit qui permet de donner accès à des textes qui étaient totalement inconnus. Et donc, sans doute, dans une certaine mesure, Piccolomini s'est appuyé sur ces manuscrits. Enfin, j'imagine qu'il y a des études qui ont été faites sur l'utilisation qu'il fait des manuscrits, puisqu'il écrit à une époque aussi où il n'y a pas de support autre que le manuscrit. Eh bien, je vous remercie. Bon.